Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet passionnant, la communication avec les animaux, avec Anna Evans, qu'on ne présente plus en quelque sorte. Anna Evans, vétérinaire de formation et à l'origine de ce qu'elle appelle la communication intuitive. C'est une méthode pour communiquer avec les animaux qu'elle enseigne dans de nombreux pays. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle est passée du métier de vétérinaire à experte en communication avec les animaux, la première fois qu'elle a réussi à communiquer avec eux et les difficultés rencontrées dans un pays encore peu ouvert aux disciplines alternatives. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle nous en dit plus sur ce qu'est la communication intuitive, comment une séance se déroule et comment elle se connecte avec eux. Enfin, elle nous explique le déroulement des stages qu'elle organise et nous donne des conseils, notamment pour gérer les deuils de nos toutous chéris. Bonne écoute! Bonjour Anna! Bonjour Léna! Merci d'être là. Mais merci à vous de vous intéresser à ce que je fais. Alors aujourd'hui, on va parler de communication intuitive avec les animaux avec toi. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? C'est-à-dire comment tu es passée de vétérinaire à une spécialiste en communication avec les animaux? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un long parcours qui s'est déroulé sur des années. Donc je suis vétérinaire au départ et ça faisait déjà quelques années que j'exerçais comme vétérinaire quand j'ai eu cette prise de conscience en fait qu'on pouvait communiquer avec des animaux à travers un livre que m'avait offert une cliente, et donc ce livre racontait d'une manière un petit peu anecdotique, un peu humoristique, l'expérience de quelqu'un qui avait communiqué avec un chien dont il avait la garde, et ça m'a beaucoup interpellée. J'avais pas pensé avant qu'on pouvait communiquer de cette façon avec les animaux. J'ai pris des notes sur sur les petites descriptions que l'auteur faisait de ce qu'il avait vécu. Et puis j'ai essayé, et là ça a été compliqué. Il m'a fallu pas mal d'années parce que une des recommandations par exemple c'était de faire le silence dans sa tête. Ça, j'ai dû apprendre la méditation pour apprendre à faire ça. Je savais pas faire le silence dans ma tête comme beaucoup de gens. Ouais, surtout à cette époque, j'imagine c'était pas très développé. Voilà, en plus ça s'est passé en 88, donc évidemment c'était on parlait pas de ça, enfin en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler dans mon milieu professionnel ni personnel. Ouais. Et alors donc du coup comment tu t'es formée concrètement en plus de ce livre? En fait voilà, c'est ça, il a fallu que je fasse beaucoup d'essais, erreurs, ça m'a mis 7 ans. Parce que je savais pas du tout que quelqu'un d'autre pratiquait cette approche. Et donc pendant 7 ans, j'ai rencontré des gens qui avaient des approches un peu particulières, comme des gens qui parlaient avec qui étudiaient les peuples premiers, qui soi-disant parlaient avec la nature, enfin des choses comme ça. Et puis là, petit à petit, je me suis vraiment convaincue que oui, il y avait bien quelque chose, et donc j'ai modélisé cet outil avec l'aide de mon professeur de PNL à l'époque, pour que d'autres personnes puissent le pratiquer, le mettre en œuvre aussi, parce que c'était pas quelque chose que je voulais garder pour moi. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as réussi à communiquer avec un animal? Oui, c'était la fois en fait où je m'en souviens très bien, et c'est ça qui m'a fait basculer en fait dans cette pratique. Ouais. C'était en fait avec le premier chien avec lequel j'ai voulu tester ce que racontait l'auteur du livre. Et la réponse que j'ai reçue en pratiquant ce qu'il décrivait, c'était extrêmement étonnant pour moi. Et du coup, je me suis dit, là, il se passe quelque chose, c'est pas normal. Je viens de vivre une expérience que je n'ai jamais vécue avant. Voilà. Et donc là, j'ai été alertée et j'ai voulu explorer cette possibilité. Enfin, en fait, ce que je voulais au début, c'était me prouver que ça n'existait pas, parce que ça m'avait quand même pas mal perturbée au niveau de mes références scientifiques. Voilà. Oui, j'imagine, avec la formation scientifique au préalable. Comment ça se manifeste concrètement? C'est-à-dire, si on ferme les yeux et qu'on fait le vide, qu'est-ce que tu vois? Je ne fais pas que voir en fait dans cet espace de conscience où on est. C'est particulier. Il suffit pas de fermer les yeux. Il faut aussi parce que quand on ferme les yeux, des fois on voit du noir, on voit des étoiles. On voit différentes choses. Mais là, c'est vraiment un espace de conscience qu'on peut atteindre d'ailleurs les yeux ouverts ou les yeux fermés. Mais enfin, la plupart des gens le font les yeux fermés. Et donc là, on est à l'écoute des perceptions intérieures qui sont dans notre système.
Et ces perceptions, en fait, sont le miroir de ce qui se passe chez l'autre au moment où on est en train de les percevoir. C'est-à-dire qu'on va placer notre attention sur cette relation miroir, si on veut, sur cette espèce de système énergétique qui nous relie aux autres d'une façon très précise, et donc on va capter soit des images, c'est par exemple ce qu'on peut avoir quand on a un flash d'intuition. Quand on parle de flash, c'est bien une image. Ça peut être des sons, ça peut être des ressentis. Par exemple, j'avais pas du tout mal à l'épaule, et tout d'un coup, quand je me branche entre guillemets sur cet animal, j'ai mal à l'épaule, et là je fais l'hypothèse que c'est lui qui a mal à l'épaule, parce que je suis dans cet état intérieur de miroir justement, où on peut avoir aussi des odeurs ou des goûts. Nos 5 sens peuvent être sollicités. Ouais, et puis j'imagine que ça dépend aussi de chaque talent et de chaque personne. Alors oui, bien sûr, chaque individu qui entreprend cette expérience va avoir des canaux préférentiels, on appelle ça des canaux de perception, ou bien aussi les animaux vont avoir des manières de s'exprimer différentes. Si on a par exemple une abeille, on va avoir beaucoup d'informations dans le visuel, dans l'olfactif. On n'aura pas forcément les informations aussi facilement dans d'autres canaux. Tous ces sens se sont développés au fur et à mesure. Peut-être qu'au début, c'était que de la clairvoyance, entre guillemets, et après, il y a eu de la clairaudience et d'autres sens, non ? Alors moi, j'ai eu la chance que dès ma première expérience, j'ai eu 2 sens qui ont été sollicités. C'était à l'époque l'auditif et le visuel, mais ça peut être différent pour chaque personne, évidemment, et plus on pratique, et plus nos sens vont s'ouvrir, et jusqu'à ce que nos 5 sens puissent nous donner des informations, quoi. Ouais. Et alors, est-ce qu'au début, ça n'a pas été un peu dur d'être crédible ? C'est-à-dire que les Français sont plutôt réticents à ces méthodes alternatives. Comment ça s'est passé pour toi ? Moi, ça a été radical, hein, quand j'ai parlé de cette approche la première fois, c'était un soir, et le lendemain matin, je suis allée à mon travail, et mon confrère vétérinaire m'a demandé de quitter la clinique. Mon compagnon m'a dit que je me livrais à des enfantillages, donc là c'est moi qui l'ai quitté, et parce que ça faisait quand même 7 ans que je faisais ces expériences, et que j'avais acquis une certaine confiance dans l'outil. Et dans la foulée j'ai quitté la France, comme ça a été vraiment une coupure radicale, et je suis repartie aux États-Unis où j'avais déjà fait des études dans d'autres domaines. Et je suis donc partie vivre là-bas, où les gens sont beaucoup moins... Oui, plus ouverts, hein. Et puis ensuite, je suis revenue en France bien des années après avoir voyagé, être passée par plusieurs pays. Mais je suis française, évidemment, mais ma culture a été très, très influencée depuis de nombreuses années par d'autres pays. Et donc, je comprends très bien le cartésianisme français. J'ai été élevée dedans, j'ai fait des études... j'ai eu la chance de faire une grande école en France, donc ça formate quand même le cerveau. Mais je sais qu'il n'y a pas que cette façon de penser, et que ça n'est pas qu'il faut pas se limiter à cette façon de penser, que nous les êtres humains, nous avons des possibilités bien plus larges que celles de notre culture. Tout à fait. Mais à ton avis, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi la première fois à communiquer avec un animal ? Est-ce qu'il y a eu un lâcher-prise ? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, tu avais fait un stage avant, ou tu avais rencontré quelqu'un qui t'a ouvert les yeux ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette différence-là ? Alors non, j'avais rencontré personne qui m'a ouvert les yeux. J'ai juste eu ce livre qui m'a permis de découvrir que ça existait. Et ensuite, j'ai rencontré personne. Non, j'en ai parlé avec des gens qui à chaque fois me disaient ouais, on sait qu'il y a des trucs un peu bizarres, mais nous on n'étudie pas vraiment ça. Enfin je me suis trouvée finalement dans un no man's land, et ce qui fait que je me suis rendu compte de cette possibilité, c'est que j'ai essayé tout simplement. Puis ensuite, j'ai voulu comprendre ce qui m'était arrivé. Ouais, le chemin était déjà tracé, hein. Je sais pas, enfin, j'avais pas eu ce genre d'expérience avant, en tout cas pas consciemment, quoi. Je sais bien qu'on a accès à des tas d'informations par nos systèmes inconscients et subconscients, mais moi je l'avais jamais expérimenté volontairement ni consciemment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce domaine, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est la communication intuitive et comment ça fonctionne ? Déjà il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube qui en parlent, donc je vais pas vous faire une explication détaillée parce que c'est pas le lieu, mais en 2 mots, la communication intuitive, c'est le prolongement d'une aptitude que chaque être humain a à sentir les choses. Donc quand on dit de quelque chose, tiens, ça je le sens pas, ou bien vraiment cette personne je la sens bien, ou d'autres personnes vont dire tu vois ce que je veux dire, et oui, il va y avoir tout un tas de choses qui vont se dérouler dans l'inconscient ou dans le subconscient de la personne qui voit justement entre guillemets.
Bah ça, c'est une aptitude naturelle. Aussi, bon, si je prends un autre exemple du quotidien, le téléphone sonne et on sait avant d'avoir regardé notre écran qui appelle, on en a l'intuition. Donc tout ça, on l'a dans notre fonctionnement quotidien, mais on s'en rend pas compte. Et en fait, dans la communication intuitive, on a développé cette aptitude pour la rendre consciente, pour pouvoir la piloter et pour pouvoir évidemment la vivre d'une façon plus précise et plus développée. Ouais. Et c'est toi qui as inventé ce terme, hein, la communication intuitive, me semble-t-il. Oui, alors au début j'appelais ça la communication au silence parce que je savais pas du tout comment l'appeler. Et puis ensuite, pour la décrire auprès d'autres personnes, j'ai choisi, donc j'ai créé ce terme de communication intuitive qui a été déposé. Bon, ensuite il y a eu beaucoup de gens qui ont copié ce terme. Bon, c'est pas grave parce que c'est pas une question de sémantique. Ce qu'il faut, c'est vraiment utiliser cet outil, ce potentiel de l'être humain pour aller vers une relation différente à la nature. Et c'est vraiment là-dessus que je mets mon énergie aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, c'est un petit peu comme réfrigérateur et frigo. Frigo, c'est une marque. Réfrigérateur, c'est le nom générique. Oui. Les gens l'utilisent différemment. Voilà. On en est. Ouais. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'ouvrir l'être humain pour vraiment faire quelque chose de différent par rapport à la nature. Ouais, et puis il y a un peu de travail. Oui, il y a beaucoup de Surtout travail. avec ce qui se passe actuellement d'ailleurs. Là-dessus, oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu rentres en contact avec les animaux ? C'est-à-dire, est-ce que tu as une routine de préparation à faire pour entrer en contact avec eux ? Alors moi, j'ai gardé mon esprit scientifique dans ce sens-là, où je pense qu'il y a des façons de faire qui vont être plus efficaces, qui vont être aussi plus fiables. Enfin, je pense, non, c'est pas une opinion, c'est une expérience. Donc, j'ai expérimenté qu'il y avait des façons de faire plus efficaces et plus fiables. Et donc, j'enseigne dans mes formations ce protocole, entre guillemets, c'est-à-dire les étapes qui vont permettre que après, quand on est vraiment en contact avec l'animal, ces étapes de préparation vont permettre que cette relation soit une relation de qualité, un petit peu comme ce qu'on vient de faire là avec nos essais techniques, pour que ensuite ça se passe bien. Voilà. Ah, il y avait du boulot. Oui. Et j'imagine que toi, tu te connectes très rapidement, non ? Oui, parce que maintenant, je l'ai fait des millions de fois, donc la route, elle est bien connue, mais au début, il faut vraiment bien installer sa route pour que ça se passe bien. Ouais. Pour quelle situation la communication intuitive, elle est recommandée ? Oh bah alors là, la communication intuitive, c'est une plateforme qui va servir à toutes sortes d'applications. Alors bon, moi, au début, je m'en suis servi pour compléter des diagnostics ou pour orienter des diagnostics vétérinaires, parce que bon, quand j'ai commencé ça, j'étais encore en clientèle. Maintenant, je ne fais plus que de l'enseignement, parce que ben voilà, et on peut pas tout faire de ces journées, elles n'ont que 24 heures. Donc j'ai arrêté de faire mon métier que j'aimais beaucoup, mais bon, il a fallu faire un choix à un moment parce que je ne pouvais plus faire les deux normalement, correctement. Donc, pardon, je me suis déviée de la question. Qu'est-ce que c'était la question déjà ? J'ai oublié. Je me demandais en fait pour quelle situation la communication intuitive elle était recommandée, c'est-à-dire à quelle question elle peut permettre de répondre. Alors, à toutes sortes de questions. Donc, ça peut aider dans un travail de professionnel. Donc, ça ne remplace pas le diagnostic et ça ne remplace pas le traitement non plus d'un vétérinaire. Donc, si vous avez un animal malade, il faut quand même l'amener chez votre vétérinaire, même si vous avez quelqu'un qui communique avec lui, pour peut-être vous donner des indices, mais ça peut aussi servir pour l'entraînement, l'éducation des chiens, l'entraînement des chevaux. Ça peut servir pour mieux savoir comment votre animal pense, qu'est-ce qu'il comprend des choses que vous lui faites vivre. Ça peut aussi lui permettre de savoir ce que vous avez envie de lui faire savoir. Par exemple, si vous le laissez dans une pension parce que vous partez en vacances, eh bien, vous pouvez lui annoncer que vous allez revenir, lui demander tous les jours à distance comment il va, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc tout ça, c'est quand même très pratique dans le quotidien. Et puis ensuite, avec les animaux sauvages, ça nous permet aussi d'écouter leurs messages de sagesse. Et ça, c'est très important, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Ça permet aussi d'accompagner la recherche scientifique sur, par exemple, des gens qui observent le comportement ou la vie sociale d'un groupe d'animaux. On peut avoir des informations complémentaires à ce qui est obtenu par l'observation extérieure. Enfin bon, il y a toutes sortes on peut s'en servir aussi pour, par exemple, pour les grilles d'évaluation de la douleur en post-opératoire ou si un animal s'est blessé. Donc voilà, il y a plein d'applications. Par exemple, si vous avez un cheval qui s'est pris un pied dans du barbelé, vous pouvez lui demander de rester tranquille le temps que vous alliez chercher une pince, par exemple. Voilà, donc des choses comme ça peut être extrêmement précieux dans le quotidien.
Donc toi maintenant tu fais que de l'enseignement, c'est ça, hein, tu ne prends plus de clients. J'ai formé des professionnels, donc j'envoie les demandes aux professionnels parce que bon, elles ont beaucoup de travail, donc elles arrivent quand même à répondre à la demande d'une façon correcte, mais bon, elles sont on connaît leurs compétences, elles ont suivi une formation spécifique, donc c'est pas quelqu'un qui s'est juste décrété capable de communiquer avec les animaux des autres comme ça du jour au lendemain. Elles ont une compétence solide et finalement, moi je peux me consacrer grâce à ces personnes qui sont formées à d'autres choses qui sont d'une portée plus vaste. Ouais, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des animaux avec qui c'est plus simple de se connecter et d'autres plus difficiles ? Oui, alors bien sûr, c'est comme nous. Il y a des gens qui sont plus communicants que d'autres. Donc il y a des animaux qui sont timides, il y en a qui comprennent pas bien la question, il y en a qui sont distraits, il y en a qui ont besoin de réfléchir avant de répondre, et puis il y en a qui au contraire sont extrêmement bavards et sont très contents d'avoir un interlocuteur qui les écoute. Donc voilà, ça doit être marrant ça. C'est comme dans la vie. Est-ce qu'il y a par exemple des races qui sont plus bavardes que d'autres, j'imagine ? Est-ce que tu as un exemple à nous donner ? Alors non, des races non, mais par contre des individus, oui, ça c'est clair. Et ça ne dépend pas tellement des espèces ni des races, non. Ah, c'est rigolo, ouais. Et alors une question, moi, que en préparant l'interview, je me suis posée, c'est est-ce que du coup, par logique, est-ce que tu arrives à te connecter aux animaux décédés ? Oui, alors c'est possible, ça marche pas à tous les coups parce que bon, il y a des animaux décédés qui veulent pas spécialement communiquer avec nous, je suppose. Et ça, je m'en étais pas douté non plus jusqu'à ce que je fasse l'essai. Et en fait, j'ai fait l'essai d'une façon complètement imprévue parce que quelqu'un m'avait dit que son animal était parti et moi j'avais cru qu'il avait fugué. Ah et en fait, oui, c'est ça, c'était une mauvaise compréhension des mots. Et là, quand j'ai communiqué avec lui, j'ai compris qu'il était mort et ça m'a énormément surpris de me rendre compte que j'avais communiqué avec un animal qui était mort au moment de la communication. Ça m'a même un peu choquée. Et donc, voilà, je sais à cause de ça que c'est possible, mais bon, je ne le fais pas spécialement disons que je ne recherche pas ces communications. Parce que je pense que ça c'est mon avis personnel, quand on est dans l'au-delà, on n'a pas forcément, on a d'autres choses à faire que de s'occuper de ce qui se passe sur la Terre. Mais il y a sûrement des choses qui sont à finir ou des liens à clarifier ou à guérir. Et donc, dans ce contexte-là, oui, ça m'est arrivé d'accepter de faire des communications avec des animaux décédés. Ah, c'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que ça devait être une grosse surprise. En pratiquant du coup cette communication et toute cette expérience que tu as avec des milliers d'animaux, est-ce que tu as développé des dons, notamment pour les humains ? Alors, ça m'a permis de développer mon intuition en général, dans toutes sortes de domaines. Quand je fais les soldes, par exemple, ça me permet de savoir si je veux, où est-ce que je vais trouver des magasins où j'aurai quelque chose qui m'intéresse, par exemple. Donc ça, c'est une application féminine peut-être, mais ensuite, on peut s'en servir pour d'autres... pour tous les domaines de la vie, quoi. Je ne sais pas. Donc mon intuition s'est développée, mais je ne m'en sers pas spécialement par rapport aux êtres humains. Je pourrais sans doute, mais enfin bon, voilà, ça se présente parfois que j'ai des intuitions par rapport aux êtres humains, mais ça n'est pas mon but. Non, mon intérêt dans la vie, c'est vraiment de contribuer au bien-être du monde animal et à l'harmonie entre les humains et les animaux. J'imagine que c'est pour cette raison que tu as créé une fondation. Oui, alors quand j'ai créé la fondation, donc la fondation Anna Evans pour la vie animale, c'était en 2013, donc ça fait déjà quelques temps. J'ai voulu en fait fédérer des gens qui travaillaient avec moi sur ce grand thème du bien-être animal et du respect de l'animal. Et donc oui, c'est une expérience qui donne de l'ampleur à ce travail. Et évidemment, dans la fondation, on ne se limite pas à la communication intuitive. La communication intuitive, c'est juste un outil, c'est un outil pédagogique, mais on a aussi d'autres formations et puis on a aussi des projets où on s'occupe d'accompagner l'éco-volontariat ou d'aider les jeunes à se mettre en relation avec les animaux autrement que finalement des citadins qui ont peur des chiens parce qu'ils ne les connaissent pas ou des choses comme ça. On a plusieurs projets. Ouais. Il y a beaucoup de travail, j'imagine. Oui, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes bienvenus. Toutes les personnes qui nous écoutent, allez voir sur notre site et vous verrez, il y a des projets auxquels vous pouvez vous associer et il y a des choses dont vous pouvez bénéficier. Il y a même des projets gratuits, par exemple les personnes qui sont en deuil de leur animal. Vous pouvez bénéficier de l'accompagnement d'une psychologue gratuitement qui est spécialisée dans ce domaine, l'accompagnement du deuil.
ou d'autres choses. Donc allez voir, vous verrez bien, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas vous les énumérer toutes ici. Oui, c'est assez complet. Oui, il y a beaucoup de choses. Est-ce que les animaux comprennent ce que l'on dit et du coup, est-ce qu'on ne sous-estimerait pas leur capacité? Alors bien sûr, ils comprennent ce qu'on dit, ils sont plus ou moins attentifs, parce que bon, ils ont aussi d'autres choses à faire de leur journée que de nous écouter toute la journée. Ils vont comprendre à leur façon. Certains vont être plus attirés par exemple, l'ambiance émotionnelle ou par le calme. En ce moment, quand il n'y a pas assez de calme autour d'eux, ça peut leur donner un petit peu de stress, tout simplement. Donc ils vont moins écouter. Mais oui, bien sûr, ils peuvent comprendre, alors pas les mots, pas forcément les mots, mais ils vont comprendre nos états intérieurs, je dirais. Oui, voilà, ils sont très intuitifs aussi, j'imagine. Oui, c'est ça, ils perçoivent des choses beaucoup plus finement que nous. Ouais. Je pense à mon petit teckel, là. elle est mignonne, mais effectivement, elle est intelligente. Oui, alors il y en a qui en profitent pour nous manipuler un petit peu. Enfin, ils savent très bien nos points faibles ou ils vont trouver les petits moments d'inattention. Enfin, voilà. Moi, j'adore quand ils se mettent sur le dos. J'ai rien fait, je n'ai rien fait. Fais-moi des bisous et des câlins, ça ira mieux. Est-ce que tu penses que les animaux, ils ont une mission précise sur cette terre? Alors, il y a des missions individuelles et il y a des missions collectives. La notion de mission est quelque chose qu'il faudrait bien clarifier. C'est comme quand on parle d'intelligence ou quand on parle de conscience. C'est des grands termes qui sont parfois compris de différentes façons. Alors, il y a le but dans la vie, c'est-à-dire ce qu'on sait qu'on a envie de faire. Et puis, il y a ce pourquoi on est né, c'est-à-dire le but de notre âme. Et là, on n'est pas toujours au clair avec ça, en tout cas nous les êtres humains. Et pour les animaux, c'est à peu près pareil. Ils sont pas toujours au clair avec finalement ce qu'ils ont à faire. Mais il y en a qui font des choix, par exemple des choix d'accompagnement de leurs propriétaires en tant que thérapeute, en tant que parfois consolateur ou des choses comme ça. Donc si c'est ça qu'on appelle la mission, oui bien sûr. Et puis ensuite pour aller sur une plus grande échelle, les espèces sauvages ont des rôles sur la Terre, donc ont des missions de service si on veut, et là aussi il y a des choses merveilleuses à découvrir dans ce domaine-là, et c'est important de les protéger parce que ces rôles-là sont des choses dont nous avons tous besoin. C'est au service du grand collectif de toutes les espèces vivantes. Bien sûr, bien sûr. Et pour toi, quelle a été la meilleure expérience que tu aies vécue? Peut-être d'avoir été un jour les yeux d'un animal qui avait perdu la vue. En fait, j'avais un vieux chien qui était un ami que j'aimais beaucoup. Et bon, je ne le voyais plus depuis quelque temps. Et en fait, je ne savais pas qu'il était devenu aveugle avec le temps. Et un jour, il a communiqué avec moi pour me demander de lui montrer les nuages. J'ai été extrêmement surprise parce que je me suis dit, bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai regardé le ciel et j'ai fait comme si j'étais une caméra enregistreuse. Je lui ai transmis ce que je voyais dans le ciel. J'étais en Méditerranée à l'époque, c'était un très beau ciel, une journée ensoleillée, enfin vraiment une journée parfaite. Et donc ensuite j'ai appelé ses propriétaires pour leur dire écoutez voilà je viens de vivre cette expérience et là ils ont été très émus parce qu'ils m'ont dit oui tu ne le savais pas mais voilà il est devenu aveugle et ça m'a énormément touchée. Ouais, j'imagine qu'il y a plein de belles expériences comme ça. Oui, bien sûr, c'est une passion, mais c'est aussi un bonheur quotidien pour moi de faire ce travail et aussi d'accompagner les gens pour qu'ils puissent découvrir comment ça peut être merveilleux. Quand on découvre tout ça, on a envie de faire partager aux autres et qu'ils puissent changer aussi de point de vue. Oui, alors c'est un travail déjà, c'est une expérience qui permet de changer de point de vue sur son animal, de pratiquer la communication intuitive, mais c'est aussi quelque chose de super précieux. C'est que on devient on ouvre tout un autre regard sur le monde. On évolue en fait à travers cette pratique d'une façon remarquable parce qu'à ce moment-là, le vivant devient quelque chose de complètement différent et on peut enfin prendre une place réelle. Donc ça répond à l'aspiration des gens de retrouver le contact avec la nature. Ouais, j'imagine. Et aujourd'hui, où il y a beaucoup de citadins, c'est quand même important d'avoir au moins le contact intérieur. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de l'apprentissage de ta méthode, et puis aussi des petits conseils que tu pourrais nous donner.
En plusieurs décennies de carrière, est-ce que tu sens une évolution d'ouverture à cette méthode? Est-ce qu'il y a plus de personnes ouvertes aujourd'hui, par exemple? Ah oui, bien sûr, la société évolue et moi je suis très heureuse de cette évolution. Bon, j'avais l'impression d'être un peu avant mon temps au début, et puis maintenant je m'aperçois qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de confrères et consoeurs qui viennent suivre les formations que je propose. Il y a voilà, j'ai des discussions avec des scientifiques qui veulent bien s'intéresser à cet outil. Enfin, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, mais bon, c'est à la fois merveilleux et en même temps nécessaire. Il faut vraiment se réveiller collectivement parce que la nature en a besoin. On le sait bien aujourd'hui, on est dans un état d'urgence. Bien sûr, c'est clair, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des sceptiques, par exemple, qui critiquaient ton travail il y a des décennies, qui sont venus te voir pour t'excuser ou pour s'intéresser justement à ce que tu faisais? Alors, des sceptiques qui sont venus me voir, je sais pas, parce qu'en fait, moi, je conseille aux gens de rester sceptiques, donc je sais pas comment ils évoluent dans leur scepticisme. Pourquoi je conseille aux gens de rester sceptiques? Parce que ça donne de la prudence par rapport à la pratique de l'outil. C'est extrêmement important de pas gober n'importe quoi, d'avoir une vigilance et de se dire qu'on peut se tromper. Donc voilà ce que je peux répondre. Je ne sais pas comment les gens évoluent dans leur scepticisme, mais je leur souhaite de garder un petit coin de scepticisme quelque part. Moi, je voudrais savoir combien de temps dure ta formation? Ça dépend de quel niveau on veut atteindre en fait, et ça dépend aussi de d'où on part. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont déjà la pratique de leur monde intérieur, qui savent se relaxer, qui connaissent bien les animaux. Donc pour ces personnes-là, il y aura une espèce de petit acquis de départ. Des personnes qui démarrent complètement, qui n'ont jamais fait de relaxation, qui sont complètement ignares dans le domaine de l'animal, ça va peut-être leur mettre un peu plus de temps, mais après il y a des apprentissages plus ou moins rapides. Donc après, pour ce qui est de la proposition de formation, en 2 jours on peut avoir l'outil de base. C'est 2 jours intensifs. Il y a certaines personnes qui préfèrent le faire en 3 jours pour avoir des horaires un peu plus légers. Et puis ensuite, il y a donc ça, c'est le niveau initiation. Et puis ensuite, il y a des niveaux de pratique, donc où j'accompagne les gens dans la mise en œuvre de cet outil dans différents domaines. Par exemple, faire des réglages sur son empathie, ou bien comment vérifier si une communication était valable ou pas, ou tout un tas d'autres thèmes qui sont proposés régulièrement. Et puis ensuite, il y a des niveaux d'approfondissement où là, les gens connaissent déjà l'outil et se débrouillent à peu près et viennent pour approfondir un thème, par exemple la mort de mon animal, ou bien rencontrer un animal sauvage, ou des choses comme ça. Et ensuite, il y a des niveaux professionnels, il y a des groupes de recherche, enfin bon, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Oui, effectivement, il y a du travail, hein. Il y a du travail. Et combien vous êtes de manière générale? Alors, ça dépend des sessions, en fait. Si... il y a je propose des formations où il y a 6 à 8 personnes, parce que la formation demande qu'il y ait très peu de monde. Et puis ensuite, si c'est des formations de débutants, il vaut mieux qu'il y ait plus de monde, parce que les gens ont besoin de se comparer aux autres pour rencontrer la diversité. Et puis aussi, j'ai des assistants, donc en fonction du nombre d'assistants, en fonction du lieu, etc., il peut y avoir plus de monde. Bon, ça dépend... ça dépend vraiment du thème. Ouais, d'accord. Est-ce que tu penses que tous les vétérinaires devraient apprendre cette méthode pour pouvoir mieux communiquer avec les animaux dans leur cabinet? Alors, ça dépend de ce que font les vétérinaires, parce que là aussi, il y a des spécialités. Si c'est un vétérinaire qui s'occupe, par exemple, que de chirurgie, peut-être que c'est moins utile. Si c'est un vétérinaire qui s'occupe de mettre au point des formules pour l'alimentation animale, ça va pas forcément lui être très utile. Ça dépend de ce qu'il fait dans son quotidien. Maintenant, c'est sûr que par intérêt personnel, un vétérinaire, a priori, s'intéresse au monde animal et ça peut vraiment lui apporter beaucoup. Mais pas forcément directement dans l'exercice précis dans lequel il s'est engagé. Et toi, tu en vois beaucoup des vétérinaires qui viennent faire tes formations? Oui, il y en a régulièrement. Ensuite, ils vont s'en servir en complément de leur travail médical ou pas. Ça dépendra de leur choix personnel. Ils peuvent aussi, comme tout un chacun, s'en servir uniquement pour leurs propres animaux. C'est vraiment eux qui voient après comment ils vont faire. C'est un peu comme dans le monde médical où les gens se forment, par exemple, à l'hypnose ou à un côté un peu plus psy pour pouvoir être plus empathique avec les patients. On a tous besoin de ça, finalement. C'est ça. Bon, moi, personnellement, j'ai été opérée chirurgicalement sous hypnose il y a 2-3 ans. C'était vraiment extrêmement efficace. Puissant.
C'était super, mais bon, évidemment, je n'ai pas, enfin, euh, tous les chirurgiens ou tous les services hospitaliers n'ont pas forcément envie de faire cet apprentissage qui reste encore un petit peu marginal. Mais bon, moi, j'ai trouvé que c'était super et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un plus, en fait, que peuvent proposer les professionnels. Ouais, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui essayent de pratiquer la communication intuitive, mais qui n'y arrivent pas? Et j'imagine qu'il y en a pas mal, c'est-à-dire ils doivent être bloqués. Donc, est-ce qu'il y a des questions à se poser, ou est-ce qu'il y a des raisons récurrentes qui bloquent ces personnes? Bon, alors déjà, est-ce que ces personnes ont reçu une bonne information technique? Parce qu'il y a des gens qui vont faire des formations qui sont pas très complètes ou pas très précises. Alors bon, je ne veux pas non plus faire trop de publicité pour la formation que je propose, mais il me semble qu'elle est quand même assez cohérente par rapport à d'autres qui sont proposées. Donc déjà, est-ce qu'ils ont une bonne guidance de base? Ça, c'est vraiment important. Et puis, ça n'empêche pas d'aller, pourquoi pas, voir ce que d'autres formateurs vont proposer. Mais bon, pour se faire, je dirais, un avis, pour se faire la main aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles à la manière, enfin, qui vont mieux répondre à la manière de faire d'un formateur plutôt que d'un autre. Mais au-delà de ça, une fois que la formation de base, enfin que les informations de base ont été reçues, ben ce qu'il faut c'est pratiquer. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont y arriver la première fois, comme moi je le fais après des années et des années et des millions de cas de pratique. On peut pas. C'est comme apprendre une langue étrangère. Si vous allez faire un cours d'anglais, vous n'allez pas pratiquer comme Shakespeare, hein, c'est sûr, qui est né dedans et qui a en plus des dons littéraires, enfin qui a eu parce qu'il est mort. Mais enfin, je pense que tout le monde le sait. Mais voilà, donc c'est une pratique ensuite, et ça c'est vraiment indispensable. On ne peut pas faire l'économie de la pratique. Donc, quand on n'y arrive pas, bah, il faut déjà avoir quelqu'un qui vous guide pour essayer de cerner ce qui ne va pas. Donc moi, j'accompagne mes élèves gratuitement dans un temps indéfini pour les aider quand ils n'y arrivent pas, justement pour essayer de voir où est-ce que ça ne va pas et leur redonner les conseils personnalisés qui vont leur permettre de dépasser leurs problèmes. Et puis ensuite, eh bien, il faut le faire, il faut essayer parce que sinon... voilà, moi je dis toujours, on peut amener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas boire pour lui. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Et les blocages, c'est quoi généralement? C'est les attentes des gens, c'est ça? Il y a plusieurs blocages, il y a plusieurs types de blocages. Bon, déjà, tout simplement, il y a des personnes qui sont pas en bonne situation pour faire un apprentissage nouveau, donc des gens qui sont dans une période stressée de leur vie, ou des gens qui sont très fatigués. Ils vont s'endormir pendant les relaxations, c'est extrêmement pragmatique, mais bon, ça bloque quand même. Hein. Donc il y a ça. Et puis ensuite, il y a des gens qui ont, je dirais, peur. Peur de ne pas y arriver ou peur d'y arriver. Il y a les deux peurs. Donc qui sont pas détendus. En fait, ça devrait être expérimenté un peu comme un jeu. Hein. Exactement comme quand on apprend l'anglais. Je reprends cette comparaison. Bon, au début, c'est bien que ça soit un peu ludique. On apprend quelques phrases, on va faire un tour à Londres et puis on essaye les quelques phrases qu'on a retenues pour aborder des gens dans la rue. Donc, si c'est fait de cette façon, d'une façon légère, on s'épargne ces peurs-là. Et puis ensuite, il y a les gens qui effectivement ont une attente extrêmement précise. Ils viennent faire un cours de 2 jours pour régler une problématique qu'ils ont dans leur vie avec leur animal qui est très lourde. Par exemple, leur animal est en fin de vie et ils veulent tout savoir sur comment leur animal va mourir, est-ce qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui. Là c'est trop. Hein. C'est comme si, vous avez fait 2 heures d'anglais et puis vous allez dans une université pour suivre une année de formation en anglais. C'est pas possible. Vous allez galérer, comme on dit. Hein. Donc les attentes, il faut aussi les proportionnaliser. C'est un apprentissage qu'il faut faire progressivement et se dire que même si les formations paraissent faciles et que ça paraît court, c'est quand même des formations intensives et il faut pratiquer derrière. Quoi. Ouais. Tu parles d'animal de compagnie et de décès, et j'imagine que ça peut être très douloureux. Quels conseils tu pourrais donner à nos auditeurs? À propos des animaux en fin de vie ? Ouais. Alors, je crois que la première chose que je voudrais dire aux personnes qui ont en ce moment des animaux en fin de vie chez eux, c'est vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes qui traversent les affres de l'incertitude, est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, ou bien les affres de je n'en peux plus,
je suis épuisée moralement ou physiquement dans l'accompagnement de cet animal. Donc vous n'êtes pas seul. Allez en parler à d'autres. Donc là, précisément dans la fondation, nous avons des groupes de parole où on accompagne les personnes qui vivent ça. Contactez-nous pour les rejoindre, vous verrez que ça va vous faire du bien. Ensuite, par rapport à l'outil de communication intuitive, les professionnels que j'ai formés sont tout à fait capables de vous accompagner dans ce que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire quelles décisions prendre, comment s'y prendre aussi. Voilà. Et puis aussi, le troisième volet de ce qui peut vous accompagner, qui est quand même là à la portée de tout un chacun, c'est vous avez normalement un vétérinaire attitré. Parlez-lui-en, et si avec votre vétérinaire vous ne pouvez pas avoir de dialogue à propos de ce que vous vivez, peut-être essayez un autre vétérinaire qui va être avec lequel votre sensibilité de communication sera meilleure. Voilà, vous aurez plus de feeling pour accompagner cette période. C'est une période extrêmement importante. La fin de vie, c'est comme la naissance, hein, c'est la préparation à la naissance à un autre monde en fait. Et donc c'est une période à ne pas rater. Et donc vraiment mettez tous les outils tous les atouts de votre côté, allez chercher des ressources, ne le vivez pas dans la solitude pour vous et votre animal, ça sera mieux pour tout le monde. Ouais, c'est émouvant. Ouais. C'est des grands moments la fin de vie, c'est un moment très intense où finalement on peut se dire voilà, il sera peut-être pas avec moi éternellement et je sais maintenant qu'il sera pas avec moi éternellement, donc qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui nous reste ensemble? Comment je vais en faire quelque chose qui sera le mieux possible? Ouais. Est-ce que tu as le temps de finir par un jeu rapide de petites questions? Allez, on y va. Alors, s'il ne devait rester qu'un livre, lequel serait-il? Le livre de la vie. C'est de qui? Chacun va donner l'auteur. Ah non, pardon, j'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était un livre marqué le livre de la vie. Ouh là là. Alors effectivement, il y a un livre qui s'appelle comme ça que j'ai le bonheur de posséder, mais c'était pas celui-là auquel je faisais allusion. C'est vraiment observer, vivez le quotidien, profitez de chaque instant. C'est une chance extraordinaire d'être sur la terre en ce moment où il se passe une grande bascule. Donc voilà, faites de votre mieux de chaque instant. Ouais, j'aime beaucoup ce bouquin aussi. Quelles actions pouvons-nous faire pour mieux respecter les animaux? Alors, il y en a plein, mais peut-être des petits efforts, tu vois, des conseils. Alors, c'est à la page 38 du livre de la vie. Profitez du bonheur que vous avez de partager votre vie avec des animaux. Ce sont des créatures extraordinaires. Les animaux de compagnie, les animaux qu'on côtoie, c'est ceux qui sont finalement les ambassadeurs de la nature auprès de nous, les êtres humains. Observez-les, aimez-les, honorez-les. Faites-leur du bien, faites-vous du bien avec eux, voilà, profitez de chaque instant. Ouais, c'est rempli d'amour, hein. Une habitude à prendre. La gratitude. Une habitude à supprimer. La peur. Quand vous avez peur de quelque chose, j'ai peur de pas faire ce qu'il faut pour mon animal, j'ai peur du moment où il va mourir, faites-vous un petit truc quelque part, rayez ça dans votre tête. Dites-vous, la peur, c'est chaque moment où vous sortez de la peur, c'est un moment où vous allez pouvoir vivre, quoi. La peur, c'est des instants de vie gâchés. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose dont je n'ai pas parlé avec toi? Oui, je ne sais pas si je suis un exemple inspirant, mais en tout cas, certaines personnes me le disent. Vous savez, moi, j'ai été pendant des années vétérinaire qui a fait de la chirurgie beaucoup. J'étais enfermée dans un bloc chirurgical et je voyais très très peu les propriétaires et je voyais les animaux anesthésiés essentiellement, donc ou après en post-opératoire ou en pré-opératoire pour communiquer sur la décision et les suites opératoires. Donc je m'aperçois que en fait, j'adorais ce métier qui était très technique, mais je m'aperçois que rien ne vaut la communication, le fait d'être en échange avec les autres. Donc aujourd'hui, finalement, c'est ça qui nourrit mon engagement. J'ai dû traverser beaucoup de peurs pour devenir une personne publique comme je le suis aujourd'hui. Par exemple, j'aimais pas du tout être enregistrée pour que quand ce que je dise soit conservé ensuite et m'échappe. J'avais peur de dire quelque chose qui n'allait pas ou d'être ridicule vis-à-vis des autres ou d'exprimer ce que j'ai dans le cœur. Et maintenant, avec le temps, eh bien, j'ai compris que finalement, c'est ça qui nous rend vivants, c'est d'être en lien avec les autres, c'est de se mettre à nu, ne pas avoir peur d'être soi-même parce que finalement, ce que nous sommes, c'est aussi un cadeau pour les autres, c'est un cadeau pour le vivant.
Donc vraiment, pensez que vous êtes un cadeau pour les autres et faites en sorte de l'être. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Où est-ce qu'on peut me trouver ? Le plus simple, c'est mon site, donc annaevans.org, ou bien vous avez aussi une chaîne YouTube. Il y a une communauté qui s'appelle Communication Animale Anna Evans, qui est très vivante. Si vous avez déjà appris la communication intuitive, eh bien, il y a un groupe de pratique qui est réservé aux anciens élèves où les gens s'entraident. Donc, j'interviens de temps en temps dans ce groupe. Donc, il y a différents moyens de me trouver en ligne. Et si vous voulez me trouver physiquement, eh bien, il faut venir aux formations que je propose parce que sinon, j'ai une vie quand même bien remplie. Donc, je ne reçois pas les gens chez moi. D'ailleurs, j'ai plusieurs chez moi parce que je suis beaucoup en voyage. Et donc... Voilà, vous avez différents moyens, mais tant que la toile fonctionne, je pense que vous allez avoir beaucoup de facilité pour me trouver. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi participer aux expériences que j'ai partagées à travers mes livres. J'ai écrit plusieurs livres, j'espère avoir le temps d'en écrire d'autres. Donc là aussi, c'est une façon de retrouver ce que je propose et qui peut aussi vous inspirer pour faire vous-même votre propre chemin. Merci Anna. Merci beaucoup Léna et merci à tous vos auditeurs. J'espère que ces moments vous auront apporté quelque chose et je vous encourage à vous mettre en route. C'est maintenant qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour la nature, pour le vivant. Voilà, au revoir et bonne journée à tous. Au revoir.